Imaginez un instant, une organisation née sur les ruines de la pire guerre de l'histoire, avec une promesse presque folle, garantir la paix dans le monde. C'est ça, la mission des Nations Unies. Mais aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, où en est-on de cette promesse? On va plonger ensemble au cœur de cette institution qui est aussi ambitieuse que critiquée. Et c'est vraiment la question de fond. Est-ce que c'est même réaliste de penser qu'une seule et même structure peut vraiment empêcher les conflits et protéger toute l'humanité? C'est un défi absolument monumental qu'on va explorer. Ce paradoxe, il n'est pas juste théorique, on le voit très concrètement sur le terrain. Prenons un cas précis, la Côte d'Ivoire en 2010. L'ONU est là, elle supervise les élections, mais ça n'empêche pas une très grave crise d'éclater juste après. Ça illustre parfaitement le fossé qu'il y a parfois entre les grandes ambitions de l'ONU et la dure réalité des choses. Alors, pour bien comprendre l'ONU, il faut faire un petit retour en arrière. Elle n'est pas apparue comme ça, par magie. En fait, elle est née sur les ruines d'un échec, celui de la Société des Nations qui n'avait pas réussi à empêcher la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés se sont donc dit « plus jamais ça ». Et la création de l'ONU, ça ne s'est pas fait en un jour. Non, c'était vraiment une construction étape par étape. Tout part d'une simple idée en 1941. Un an après, hop, 26 nations s'engagent. En 1944, on commence à dessiner la structure. Et puis, le moment décisif, c'est Yalta en 1945. C'est là qu'on règle le point le plus sensible, le fameux droit de veto. Une fois que c'est fait, la voie est libre pour la grande signature à San Francisco. Bref, on a vraiment pris le temps pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et les objectifs inscrits dans la charte, attention, c'était du lourd. L'idée n'était pas juste d'éviter les guerres, non. L'ambition, c'était de repenser complètement les relations internationales. Garantir le droit des peuples à décider pour eux-mêmes, protéger les droits humains pour tous, et puis, évidemment, travailler tous ensemble pour régler les plus gros problèmes du monde. C'était une vision vraiment globale. Bon, avoir de belles ambitions, c'est bien. Mais en pratique, comment ça marche? Pour le comprendre, il faut regarder la mécanique interne, la structure du pouvoir de l'ONU. C'est vraiment là que tout se joue, pour le meilleur et pour le pire. En fait, l'ONU a un peu deux visages, une sorte de tension au cœur même de son système. D'un côté, il y a l'Assemblée générale. On peut la voir comme le grand parlement du monde. 193 pays, un pays égale une voix. C'est le côté démocratique. Et de l'autre côté, il y a le Conseil de sécurité. Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est un club très fermé, très puissant. C'est lui qui prend les décisions qui comptent vraiment, celles qui sont obligatoires pour tout le monde. 5. Retenez bien ce chiffre, parce que seuls 5 pays sont membres permanents de ce fameux Conseil de sécurité. Qui sont-ils? Eh bien, les grands vainqueurs de 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Et ils ont un super pouvoir, le droit de veto. Ça veut dire que n'importe lequel de ces 5-là peut tout seul dire non et bloquer n'importe quelle décision. C'est énorme. Alors, avec une structure pareille, on pourrait être tenté de ne voir que les problèmes. Mais attention, ce ne serait pas juste. L'ONU a aussi de vraies grandes réussites à son actif. Son impact sur le monde était encore souvent très positif. S'il y a un succès qu'on ne peut pas enlever à l'ONU, c'est bien celui-là. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'était absolument révolutionnaire à l'époque. Pour la toute première fois, on mettait noir sur blanc une norme mondiale pour la dignité de chaque être humain. C'est un texte fondateur qui a inspiré un nombre incalculable de lois partout sur la planète. L'ONU, c'est aussi bien sûr l'image des casques bleus, ces soldats de la paix qu'on envoie dans les zones les plus chaudes du globe. Leurs interventions, que ce soit en Corée, au Congo, en Égypte ou ailleurs, ont été cruciales. Souvent, leur présence a permis de calmer le jeu et surtout de sauver des vies. Et ce travail n'est pas passé inaperçu. La preuve, en 1988, les forces de maintien de la paix de l'ONU ont reçu le prix Nobel de la paix. C'est quand même la reconnaissance ultime de leur importance et de leur courage. Et il ne faut pas oublier que l'ONU, ce n'est pas que la sécurité, c'est aussi un immense réseau d'agences spécialisées. L'OMS qui lutte contre les pandémies, l'UNICEF qui protège les enfants, la FAO qui combat la faim. Tout ce travail, moins visible peut-être, a un impact direct et positif sur la vie de millions de personnes chaque jour. Bon, on a vu le côté pile, mais il faut être honnête et regarder la face cachée. Parce que oui, l'histoire de l'ONU est aussi une histoire d'échecs cuisants et de problèmes de fond qui sont là depuis le début. On en revient toujours à ce fameux droit de veto. L'idée de départ, c'était d'éviter que les grandes puissances se tapent dessus. Mais dans la pratique, c'est devenu l'outil de blocage parfait. C'est ça qui est fou. Il suffit qu'un seul des 5 membres permanents dise non, et tout s'arrête, même si le reste du monde est d'accord. Et ce chiffre, il est juste hallucinant. 279. C'est le nombre de fois où le veto a été utilisé rien que pendant la guerre froide. Ça a complètement paralysé le Conseil de sécurité, qui est devenu une arène d'affrontement idéologique, souvent incapable de bouger le petit doigt face aux crises. Cette citation de Richard Falk de l'université de Princeton résume bien une critique très répandue. Il explique qu'après la guerre froide, on a eu l'impression que l'ONU était devenue une sorte d'instrument au service des États-Unis.
Et forcément, ça a mis un sacré coup à sa crédibilité en tant qu'arbitre neutre. Et puis, il y a les échecs les plus tragiques, les moments où l'ONU a été totalement impuissante face à l'horreur. On pense évidemment au génocide au Rwanda, qui reste sans doute l'un des chapitres les plus sombres de son histoire, un moment où la communauté internationale a regardé sans réussir à intervenir. Sur le plan économique non plus, le bilan n'est pas extraordinaire. Malgré des décennies de programmes de développement, le constat est un peu amer. Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres, il continue de se creuser. Ça pose forcément des questions sur l'efficacité réelle de ces efforts. Alors voilà, face à ce bilan qu'on peut qualifier de contrasté, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que ça ne peut plus durer, l'ONU doit se réformer en profondeur si elle veut rester pertinente au XXIe siècle. Et on en arrive à la question qui fâche. Le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de 1945. De nouvelles grandes puissances ont émergé. Alors, est-ce qu'une structure de pouvoir qui a été pensée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale est encore légitime et efficace aujourd'hui? Et des idées de réforme, il y en a plein sur la table. Des propositions chocs, comme supprimer le droit de veto. D'autres, plus pragmatiques, comme élargir le club des membres permanents pour y faire entrer l'Inde, le Brésil ou le Nigeria. Et il y a aussi ceux qui veulent carrément changer de philosophie, donner plus de pouvoir à l'Assemblée générale et surtout mettre le paquet sur la prévention des crises plutôt que d'attendre pour intervenir. Au final, s'il fallait un seul mot pour résumer l'histoire de l'ONU, ce serait celui-là, mitigé. C'est vraiment ça. Un mélange permanent de lumière et d'ombre, de succès qui donne de l'espoir et d'échecs qui sont profondément frustrants. L'ONU, c'est ça, une organisation qu'on sent indispensable mais qui est aussi terriblement imparfaite. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et c'est peut-être la plus importante. Face à tous les défis qui nous attendent, du climat aux pandémies, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de ne pas avoir un lieu où tous les pays du monde peuvent se parler, même si ce lieu est imparfait? En d'autres termes, une ONU avec tous ses défauts, n'est-ce pas quand même mieux que pas d'ONU du tout? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse,